l'actualité forum des magistrats ici à Bamako, les participants seront mieux outillés afin de faire face au phénomène de l'esclavage et les pratiques assimilées. Vous le savez certainement, Tombouctou accueille cette année la biennale. Les autorités régionales mettent l'accent sur le volet sécuritaire. Le gouverneur de la région de Tombouctou a visité un checkpoint réalisé à hauteur de 38 millions de francs CFA. Et nous parlerons ce soir dans la chronique judiciaire du contrat de travail. Garibou Pérou nous amène chez les spécialistes pour nous éclairer sur les points à connaître pour se protéger dans le monde professionnel. Tout sur le contrat de travail en fin d'édition. Ravi de vous compter parmi nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation, les acteurs étaient au ministère de l'économie et des finances pour faire le point des progrès accomplis dans l'exécution des recommandations dans le secteur économique et financier. Ils ont rencontré le ministre et ses collaborateurs. Au terme des échanges, les visiteurs se sont dit satisfaits des réponses fournies. Le point de cette rencontre avec Alocénie Touré. Mise en place pour le suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation CNCR-ANR est l'un des éléments essentiels du processus de refondation de notre pays. Son travail encourage le gouvernement à faire mieux et plus dans le sens de l'amélioration de la gouvernance au Mali. En rencontrant le ministre de l'économie et des finances et ses collaborateurs, le CNCR-ANR veut établir un bilan périodique dans le secteur. La relance de la croissance économique est tant attendue par les Maliennes et Maliens avec l'espoir que les entreprises restaurées et celles naissantes vont produire des richesses profitables à tous. Tel est le point A3.1.5 en cours de réalisation faisant l'objet de notre rencontre. Monsieur le ministre, nous souhaiterons aussi être édifiés sur le point de savoir si la rareté monétaire actuelle est un signe de pauvreté monétaire ou la préfiguration d'une nouvelle monnaie. Prenant la parole, le ministre de l'économie et des finances a dépeint un pays résilient et économiquement stable au vu des statistiques actuelles. Nous avons une économie en très bonne santé. Nous avons depuis les assises, nous avons des taux de croissance qui s'améliorent d'année en année. En 2020, nous sommes venus en décembre, après 3 mois, on a constaté une récession de moins 1,2%, avec un taux de déficit budgétaire de moins 5,9%, un taux d'inflation maîtrisé. D'année en année, on a eu un taux de croissance qui s'est amélioré. On a passé à 3,1% de taux de croissance en 2021 pour passer à 3,7, 4,2, 5,7, 5,9 en 2024. Nous prévoyons 6 en 2025. Des propos qui ont donné confiance aux hôtes de l'Hôtel des Finances qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. L'idée, c'était de voir comment le département compte relancer l'économie et pour atteindre un taux de croissance de 10% d'ici 2030. Et donc, nous avons vu qu'il y a une vision stratégique avec différents projets structurants et la clé, c'est qu'il y a des produits clés identifiés qui commencent par l'agriculture et tous les secteurs qui brodent autour de l'agriculture afin de relancer l'économie du Mali. Pour sa part, le ministre des Finances estime que sur les 20 mesures, 13 sont en très bonne exécution, le reste dépendant de certaines contingences. Le ministère est concerné par la mise en œuvre de 20 recommandations et sur lesquelles 4 sont totalement achevées. Il y a 13 qui sont des recommandations et dont l'application est permanente, donc qui sont en cours d'application et dont les résultats sont permanemment là et parmi lesquels
toutes les choses qui sont en lien avec l'efficacité de la dépense, avec l'amélioration des recettes budgétaires, avec un contrôle accru de la bonne gouvernance, la redevabilité. Donc toutes ces questions-là qui sont autour de 13 points de recommandation sont régulièrement mises en œuvre. Il y a 3 donc recommandations qui connaissent quelques difficultés parce qu'ils sont liés à une implication forte de plusieurs secteurs, plusieurs départements. La vision Mali 2063, Mali Kouranyeta Sraka Ben Samba Flami Biorani Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 ont été bâtis donc sur la base donc de l'existant, sur la base d'une bonne revue documentaire et également sur la base donc des atouts que le Mali a aujourd'hui et sur toutes les orientations qui ont été données à partir des trois principes édictés dans la Constitution. Les membres du sincère ANR qui ont déjà rendu visite à d'autres acteurs poursuivent dans cette dynamique pour contribuer à asseoir le processus de refondation voulu et demandé par les Maliens. Et parlons également du Forum des magistrats. Pendant 3 jours, ces acteurs seront outillés sur le code pénal et le code de procédure pénale, cela en vue de mieux faire face au phénomène de l'esclavage et les pratiques assimilées. Plus de détails avec Boubacar Bablin Touré. Le département en charge de la justice et son partenaire OIT, Organisation internationale du travail, dans une dynamique de renforcement des capacités des acteurs de la justice sur les textes des nouveaux codes pénals et codes de procédure pénale. Des textes qui permettront à ces défenseurs des droits de l'homme de mieux lutter contre un certain nombre de phénomènes, ceux de l'esclavage et les pratiques assimilées. C'est à la faveur du Forum des magistrats. À l'instar de cet important forum qui nous réunit ce jour, l'OIT a atteint, entre autres, les résultats ci-après. Accompagnement du gouvernement du Mali à criminaliser l'esclavage dans sa constitution du 22 juillet 2023. Ensuite, à le réprimer avec la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans le nouveau code pénal et le code de procédure pénale du 13 décembre 2024. Financé par l'ambassade des États-Unis au Mali, le thème retenu est Code pénal et code de procédure pénale, texte sur l'organisation judiciaire avec un focus sur l'esclavage et les pratiques assimilées, la traite des personnes et le trafic des migrants. La lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains n'est pas seulement un défi juridique ou institutionnel, c'est un impératif moral. Cette lutte demande les efforts collectifs des gouvernements, des organisations internationales et la société civile et des individus. Cet atelier est l'occasion de réfléchir ensemble aux enjeux spécifiques auxquels nous sommes confrontés, de partager nos meilleures pratiques et de renforcer notre collaboration avec la société pour réprimer, afin de bouter hors de notre pays ces pratiques inhumaines, cruelles et dégradantes liées à l'esclavage, à la traite des personnes et au trafic des migrants. Ce forum qui regroupe les magistrats, les acteurs de la justice et les défenseurs des droits de l'homme va durer 3 jours. 48e session du conseil d'administration de l'Agence malienne de presse et de publicité. Cette session a permis aux administrateurs de faire le point de la structure dans un contexte de réforme majeure. Malgré les difficultés, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a salué le travail accompli par la direction générale de l'AMAP. Le reportage de Awama Kamara. C'est l'un des derniers bastions de l'impression publique au Mali. Depuis plus de 60 ans, l'agence malienne de presse et de publicité tourne sans relâche. Journaux, bulletins, affiches officielles. Ici se trouve une grande partie de la mémoire écrite du pays. À l'heure du renouveau, elle continue d'assurer une mission essentielle malgré les mutations technologiques, produire et diffuser l'information publique, et cela malgré les défis. C'est dans ce contexte que se tient la 48e session ordinaire du conseil d'administration de l'AMAP. L'AMAP, tel que
le souhaitent les autorités, c'est véritablement de continuer à jouer son rôle en tant que structure dans un contexte aujourd'hui, en 2025, de guerre d'information et de communication. Et c'est ça que les administrateurs rappellent à chaque fois quand ils se réunissent, notamment lors de cette 48e session, même si elle est beaucoup plus axée sur le budget, notamment l'exécution du budget 2024. Il n'en demeure pas moins que chaque fois que les administrateurs se retrouvent, c'est un moment pour eux de recentrer les choses pour leur structure qu'est la MAP et surtout de lui fixer des objectifs qui tiennent compte des défis du moment. Dans un contexte de crise sécuritaire, le rôle de la MAP est reconnu et salué par le président du conseil d'administration. Je souhaite dès à présent saluer et encourager en votre nom le travail accompli par la direction générale de l'ensemble du personnel de la MAP en cette période sensible de notre pays, marquée par la lutte contre le terrorisme qui nous est imposée. C'est le lieu de reconnaître les efforts de la MAP à travers le quotidien national L'Essor, l'agence malienne nationale de presse communautaire avec Kibarou, Kabarou et Kibaré, l'ensemble des plateformes digitales pour la couverture massive et la qualité des activités qui sous-tendent l'action publique et l'engagement des forces armées et de sécurité. Conformément au plan triennal de la Direction générale, la MAP s'est engagée dans une vaste réforme visant à répondre aux attentes des autorités de la transition. Parmi ces réformes, la relance du magazine d'information mensuel, dont le numéro du mois de juillet fait un zoom sur la campagne agricole 2026. Des réformes soutenues par une volonté politique qui s'est traduite par une augmentation légère du budget de l'agence. Les administrateurs sont donc appelés à faire le point d'exécution de l'exercice 2024. Le budget de l'AMA pour l'exercice 2024 a été adopté par la 45e session ordinaire du conseil d'administration pour un montant de 2 300 67 000 francs CFA, contre 2 281 737 millions de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 18 333 francs CFA pour un taux d'augmentation de 0,80%. Ce budget cumule la subvention de l'État et des ressources propres approuvées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances en juin 2024. S'agissant de la subvention de l'État, à la date du 31 décembre 2024, le montant notifié est de 548 400 000 francs CFA, sur lesquels 545 664 817 francs ont été liquidés, soit un taux de 99,49%. La MAP a un passé glorieux, un présent et le futur se dessine avec optimisme afin de contribuer à la refondation du Mali. Première session du comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Le plan de travail et le budget de 2025 sont entre autres points soumis aux membres du comité de pilotage. Reportage à Sokona Kamisoko. Le projet PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, désormais dans sa phase active. Après son lancement en mars 2025, les parties prenantes se prononcent sur le plan de travail budgétaire 2025. C'est à la faveur de la première session de son comité de pilotage. Le PADEM n'est pas seulement un projet. Il est le fruit d'une volonté partagée de rapprocher l'école des communautés, de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la gestion de l'éducation et de créer un cadre cohérent pour une collaboration entre tous les acteurs, de l'État central jusqu'aux acteurs locaux. Le projet PADEM s'exécute dans les régions de Kay, Koulikoro, Sigasso et le district de Bamako sur financement de l'Union européenne à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA. Nous restons convaincus que s'il y a bien un secteur où nous devons être actifs comme bailleur, donc auprès des autorités nationales, c'est bien sûr celui de l'éducation, puisque les besoins en éducation sont énormes et donc il y a beaucoup de travail sur la table et nous sommes contents de pouvoir accompagner tout ce travail. Nous savons tous combien les défis de l'éducation sont immenses et combien la décentralisation peut représenter une opportunité pour y répondre de façon durable. En rapprochant les centres de décision des communautés éducatives,
en impliquant davantage les collectivités territoriales et en valorisant les efforts conjoints de l'État, des partenaires et de la société civile pour créer les conditions d'un développement harmonieux du secteur éducatif au Mali. Le projet PADEM s'étend sur 4 ans. Pour la réalisation du plan de travail élaboré pour l'année en cours, les administrateurs examinent les documents à eux soumis avant de procéder à la validation. Œuvre sociale du président de la transition et parlons de cette remise officielle des lampadaires solaires installés sur certaines grandes artères du district de Bamako. Cette remise concerne l'axe boulevard de l'Indépendance, école de la République jusqu'au pied de la colline de Koulouba. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Tayeb Adjaouyakoy. L'installation des lampadaires solaires sur certains axes routiers de la capitale fait de Bamako une ville lumière. Cette grande ambition des autorités commence à se réaliser grâce aux efforts du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Il s'agit de l'axe boulevard de l'Indépendance, l'axe Tour de l'Afrique, l'axe Souleymane Bougou, du rond-point Hippodrome et enfin du monument Cabral à Lafiabougou. Je voudrais encore une fois de plus réitérer au nom de la mairie du district et des populations de la capitale nos sincères remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette nouvelle importante contribution à l'embellissement et la sécurisation de notre capitale à travers l'éclairage de plusieurs avenues en lampadaires solaires. Ces éclairages en lampadaires solaires viennent à la suite de l'éclairage de certains axes qu'on a déjà fait. L'opération va continuer, Inch'Allah. Le président de la transition, on sait que ici, au boulevard de l'Indépendance, c'est un axe vraiment fréquenté. Nous constatons aujourd'hui même que les gens sont en train de faire du sport même là-dessus parce que c'est éclairé, donc dans la sécurité. On appelle les sociétés, les mécènes à la solidarité, à imiter le président de la transition pour que Bamako soit plus belle, soit plus sûre et que les riverains soient dans la sécurité. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau se propose d'accompagner les efforts du président de la transition par un suivi permanent et technique des installations. Nous voulons remercier d'abord le président pour ses actions salutaires en faveur des populations de Bamako, mais particulièrement aussi en faveur de la mairie et de la police. Parce qu'avec l'éclairage, la police peut patrouiller librement, les gens peuvent vaguer librement à leurs occupations, sans crainte aussi. Donc franchement, mon département est tout à fait heureux de constater les efforts consentis par le président de la transition. Le but de cette initiative présidentielle hautement salutaire vise à atténuer la coupure d'électricité sur les grandes artères de la capitale. On en vient à notre titre de cette édition. Tombouctou abrite cette année la biennale et l'aspect sécuritaire est crucial. Le gouverneur de la région vient de visiter un checkpoint construit sur fonds propres du gouvernorat à plus de 38 millions de francs CFA. Reportage Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. En prélude à la biennale 2025, la région de Tombouctou se prépare sur le plan sécuritaire. En effet, le gouverneur de la région vient de visiter un checkpoint des FAMA érigé à la sortie de la ville sur la route de Gundam. Ce point de défense constitue la première d'une série de 7 prévus pour un maillage sécuritaire complet des alentours de la ville de Tombouctou. Ce checkpoint est constitué de 3 miradors avec toutes les commodités à l'intérieur. La réalisation d'une telle infrastructure nous réconforte, nous rassure davantage dans le domaine de la sécurité de nos communautés et leurs biens. Et ce checkpoint ici, en réalité, c'est au-delà de la commune urbaine, c'est sur le territoire de la commune de Alafia. Il faut être vigilant. En tout cas, nous remercions nos hautes autorités pour la réalisation de ce checkpoint ici. Le nouveau checkpoint participe pleinement à la sécurisation de la ville de Tombouctou. Vous avez remarqué que la ville s'agrandit. Il y a la nouvelle gare routière qui était au-delà du checkpoint. Donc il fallait penser à sécuriser cette gare routière, mais aussi avec l'événement qu'on attend, la biennale artistique et culturelle, nous devons continuer à renforcer le dispositif sécuritaire tout autour de la ville pour continuer à sécuriser la ville, garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens.
il a été réalisé grâce au concours du gouverneur de la région de Tombouctou. Le gouverneur de la région a salué l'engagement des plus hautes autorités et salué les FAMA pour leur sacrifice au quotidien pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région. Ce nouveau checkpoint, il faut le dire, a été conçu par les FAMA. La conception a été faite par les FAMA. On se rend compte que ce checkpoint répond aux normes de défense et d'attaque. Autrement dit, ce checkpoint est en mesure de se défendre pendant un bon moment. Et il a coûté au budget régional un montant de 38 millions de francs CFA. Nous devons en réaliser encore. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités de la transition, aussi pour remercier et féliciter les FAMA dans la région de Tombouctou sous le commandement engagé et patriotique du colonel Sédou Niangano. Nous allons aussi faire la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 grâce à l'engagement et aux efforts des autorités de la transition et grâce bien entendu au sacrifice des femmes. Dans les jours à venir, les autres composantes des forces de défense et de sécurité rejoindront le site pour plus de sécurisation. 200 millions de francs CFA, c'est l'appui du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant et Qatar Charity. Cette enveloppe permettra de mettre à la disposition des bénéficiaires des équipements roulants et des matériels de production. Et nous retrouvons Sokona Kamisoko. Ce sont plus de 100 femmes issues des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako qui bénéficient ainsi des équipements de transformation agroalimentaire et de transport, des machines à coudre, des moulins, des tables scolaires pour un coût estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Ces matériels répondent aux besoins essentiels, à savoir soutenir les activités génératives de revenus des femmes, faciliter la mobilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, améliorer l'environnement d'apprentissage des enfants, renforcer l'autonomisation énergétique des ménages et structures. Ce don de matériel s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le département en charge de la femme, de l'enfant et de la famille et l'ONG Qatar Charity. La remise de cet important lot de matériel et l'équipement familiaux est un don acquis grâce aux immenses efforts des responsables de notre siège à Doha, le tout pour une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Qatar Charity reste convaincu qu'une pareille circonstance, qu'une bonne collaboration avec le gouvernement et la coordination des actions reste un fort gage de réussite pour aider dans l'amélioration des conditions de vie des familles vulnérables. Mon département, à travers la cellule technique du FAFE, a établi un partenariat fécond avec l'ONG Qatar Charity afin d'apporter un appui multiforme et durable aux femmes, en particulier celles en situation de vulnérabilité. Je tiens à remercier très sincèrement l'ONG Qatar Charity. L'acquisition de ces matériels de production tant attendus, selon les responsables du département, permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires. 150 jeunes du district de Bamako et de certaines capitales régionales bénéficient d'une formation sur l'agriculture urbaine. C'est pour orienter les jeunes vers les activités génératrices de revenus, faire face au chômage et de lutter contre la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Compte rendu, Fadema Keita. Les statistiques fournies par les spécialistes engagés dans la lutte contre les stupéfiants précisent que près de 70% des jeunes du pays s'adonnent à la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Après étude des facteurs qui les conduisent à ce phénomène fatal pour le pays, l'ONG Alicos lance la formation gratuite de 150 jeunes dans le domaine de l'agriculture urbaine. Elle se tient dans le cadre de la première édition du projet AgriBoost. Ce projet de lutte contre le chômage des jeunes et l'autonomisation du groupe cible est financé par le PESAF phase 3, programme spécial d'aide aux associations et fondations. AgriBoost repose sur un pilier fondamental, l'agriculture comme vecteur de transformation sociale et économique. Ce programme propose une formation complète, alliant théorie et pratique, et intégrer des modules clés
tels que la sécurité alimentaire et la souveraineté nutritionnelle. Le SPESAF est une structure temporelle, organisationnelle, de soudure, de création d'énergie, de vivre ensemble, mais aussi de cohésion sociale. L'Office central des stupéfiants et le secrétariat permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue apprécient la démarche de l'ONG Alicos, engagée à les appuyer dans leur mission pour le bonheur de la nation. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons sur vous. Le levier de demain dans tout pays, c'est les jeunes. Il faudrait que vous vous mettez à l'idée que consommer, ce n'est pas une bonne chose. On peut réussir, certes, on peut traverser des moments difficiles, mais au final, il faudrait qu'on se dise on a réussi sans consommer. Il faut noter que les jeunes connaissent les réalités locales et peuvent proposer des initiatives adaptées et durables telles que l'agroécologie, l'entrepreneuriat, l'innovation sociale. Le département de l'agriculture invite les bénéficiaires à suivre la formation avec assiduité. Ce projet porté par l'ONG Olicos va former 150 jeunes à l'agriculture urbaine et à l'agrobusiness. Il leur donnera des compétences et de l'espoir pour l'avenir de notre pays. Ce projet porteur pour la jeunesse de l'ONG Alicos est une réponse cruciale dans la lutte contre le chômage et la consommation des stupéfiants dans notre pays. Et justement, sur la consommation de la drogue, ce communiqué de l'Office central des stupéfiants qui tient à apporter une clarification importante suite à une erreur de formulation relevée dans certaines déclarations publiques reprises dans les médias, selon laquelle 70% des jeunes maliens seraient des consommateurs de drogue. Cette affirmation est erronée et ne reflète en aucun cas les données officielles issues des opérations de lutte contre la drogue au Mali. Il convient donc de préciser qu'il s'agit en réalité d'une mauvaise interprétation d'une analyse statistique portant sur les personnes interpellées dans le cadre des activités de JOCS. Selon les données disponibles, 70% des personnes interpellées pour consommation de drogue sont des jeunes âgés de 15 à 45 ans. 25% des consommateurs interpellés sont des femmes et 5% sont des personnes âgées. Il ne s'agit donc nullement d'une proportion de la population malienne globale, mais bien d'une répartition démographique des consommateurs de drogue interpellés par les services compétents. L'OCS appelle les médias, les partenaires et le grand public à plus de prudence dans l'usage des données sensibles liées à la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Une communication rigoureuse est essentielle pour éviter toute confusion ou stigmatisation injustifiée. Fait à Bamako, le 15 juillet 2025, le directeur de l'OCS, colonel-major Fousseini Keita, chevalier de l'Ordre national. Les membres du comité de suivi des contrats plans État, région ou district sont à Bamako. Ils échangent sur le projet de catalogue, un document de communication et les acquis des 10 ans de collaboration avec l'État. Les difficultés seront recensées afin de proposer des solutions. Batraoré pour le reportage. Cela fait déjà 10 ans que l'État et les collectivités territoriales travaillent sous la base du CPR2, contrat plan État, région ou district. Ce document est l'outil de référence qui engage les régions, les collectivités associées et l'État sur une période donnée en termes de programmes de développement. La session du comité de suivi des contrats plan État, région ou district est une réunion statutaire qui se tient chaque semestre. Nous avons élaboré un catalogue qui permet à chaque région de pouvoir mettre en exergue ce qui a pu être fait dans le cadre de ce contrat plan État-région. Donc ce catalogue va être partagé, nous allons passer en revue le catalogue, nous allons valider le catalogue et nous allons nous engager, bien sûr, sous les directives du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, à éditer les catalogues et à les rendre accessibles. Cette deuxième session du comité de suivi du CPR2 au titre de l'exercice 2025 se penche sur le bilan de la collaboration entre les régions ou districts et l'État. 29 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'État, par la collectivité territoriale. Sur les 29 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par la collectivité territoriale, vous avez 18 milliards qui ont été mobilisés par l'État. Et environ 7 milliards qui ont été mobilisés par la collectivité territoriale. Tout ce qui a pu être fait dans la région de Sikasso aujourd'hui en termes d'infrastructures pour aménager, pour accompagner la filière pomme de terre, qui contribue aujourd'hui à créer ce qu'ils appellent
une chaîne de valeur, avec la chaîne de froid, avec des magasins de stockage. Tout ceci ont été réalisés dans le cadre des contrats plan État-région. En termes de résultats, aujourd'hui, nous pouvons dire que le contrat plan État-région a été une occasion pour les conseils régionaux, les collectivités, d'abord d'asseoir leur leadership. Donc c'est un résultat probant. Et également qu'on peut faire confiance aux collectivités territoriales en les confiant la maîtrise d'ouvrage de certaines infrastructures qui viennent des populations. Initialement réservée à 9 membres, la session du comité de suivi des contrats plans État, région ou district a été élargie cette fois-ci à toutes les régions dans le souci d'un large partage d'idées favorisant le développement local. La 4e cohorte de l'école de la citoyenneté au mémorial Modibo Keïta, les visiteurs ont découvert les œuvres du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Ils ont été également édifiés sur certaines valeurs citoyennes qu'incarnait le père de l'indépendance. Plus de détails avec Bokari Koulibaly. Entrée en scène remarquée pour la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté. Ce jour-là, les pensionnaires quittent les palais des pionniers, direction le mémorial Modibo Keïta. Une sortie touristique qui ravit particulièrement les participants venus du Burkina Faso et du Niger. Pour eux, c'est une première visite dans ce haut lieu de mémoire. Lors de cette visite, nous avons appris l'histoire du président Modibo, que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que dans l'histoire à l'école, nous avons vu l'histoire du président, des différents présidents de l'Afrique, mais c'était juste de passage. Mais une fois ici, on nous a expliqué dans les détails, on a très bien compris, on a aimé. Même si dans l'avenir, on nous pose une question, qui est telle personne? Au moins, on sait quoi dire, ce qu'il a fait. Et on peut aussi partir dans notre pays, expliquer à d'autres personnes, à nos dirigeants, ce que vraiment Modibo Keïta a réalisé et ce qu'il a fait pour le Mali. Du statut de l'ancien président au parcours de son véhicule officiel, en passant par la salle d'exposition photo, les visiteurs bénéficient d'une véritable masterclass historique sur le site. Ce genre d'endroit nous permet de rafraîchir le mémoire. Nous qui n'avons pas vécu le même moment que Modibo Keïta, ça nous permettra de nous voir dans l'époque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne à l'école. Mais une fois sur le terrain, c'est la concrétisation. Nous sommes tout simplement heureux d'accueillir une partie des jeunes du Mali et de l'Afrique. Cet établissement est dédié à la jeunesse. C'est une initiative du président Alpha Oumar Konaré qui, en construisant ce centre-là, avait pensé que c'était une part de solution au manque de repères que la jeune génération avait. Revigorés par cette immersion dans l'histoire du Mali, les jeunes citoyens poursuivent leur périple. Prochaine escale, le musée des armées. Lancement du programme à l'école de la citoyenneté en 4e région. Près de 200 jeunes venus de San, Massina, Nyono-Bla, Baraouli et Ségou sont mobilisés autour de cet espace qui vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique. Même exercice à Tombouctou. Reportage Amidou Diallo et Bakari Traoré au RTM Ségou et Najim Baba Sissé au RTM Tombouctou. C'est parti pour la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté dans la région de Ségou. Ce programme est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le programme à l'école de la citoyenneté se présente comme une réponse audacieuse, une arme pacifique et stratégique dans le chantier immense de la refondation nationale. Ce programme n'est pas une simple formation, c'est un creuset de renaissance citoyenne. C'est un laboratoire de conscience collective et un espace de réarmement moral et patriotique. Durant 10 jours, près de 200 jeunes participent à l'école de la citoyenneté. Ils sont venus de San, Massina, Bla, Nyono, Braouli et Ségou. Le programme à l'école de la citoyenneté est l'école où s'apprend le sens du sacrifice, où se forge l'honneur et la dignité nationale, où se transmettent le respect des institutions, l'unité nationale
et l'amour du bien commun. Les acquis que nous allons recevoir au cours de cette école, nous allons les utiliser, les appliquer, les pratiquer dans nos comportements de tous les jours. Nous serons des bons citoyens vis-à-vis de notre État. Autre temps fort de la cérémonie d'ouverture du programme à l'école de la citoyenneté, le passage de flambeau à la nouvelle cohorte. Discipline, assiduité et don de soi, voilà entre autres qualités qui déterminent les 200 jeunes à l'école de la citoyenneté des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Les facilitateurs du jour est Baba Tandina. Son cours est axé sur la préservation des connaissances traditionnelles dans les sociétés. Les participants ont cerné beaucoup de choses parce qu'ils sont restés très calmes et ils sont restés aussi très ouverts. Ils ont été très participatifs parce qu'ils posent des questions, ils prennent des notes. Ils demandent, donc déjà, on a de l'espoir. Tout comme Tandina, les autres facilitateurs sont rompus à la tâche dans les différentes salles avec leurs thèmes respectifs. Les élèves sont bien inspirés. Et voilà, depuis le début, nous avons vraiment beaucoup appris à l'école de la citoyenneté, bien sûr. Et nous avons appris des choses que nous ignorons de notre pays, qui est le Mali. On sent qu'ils sont vraiment intéressés par les différents modèles. Parce que comme on le dit, la mère des connaissances, c'est de connaître soi-même. Donc c'est pourquoi il faut créer cette conscience patriotique chez ces enfants. C'est connaître le pays, connaître le Mali. Dans le souci de s'assurer du bon déroulement des cours et recueillir les besoins des jeunes, le gouverneur Bakoun Kanté s'est rendu au centre et échangé longuement avec les apprenants, tout en répondant à leurs questions de compréhension sur des sujets divers. Depuis que je suis arrivé aussi ce matin, ils nous posent des questions de compréhension sur beaucoup de sujets, les sujets qui ne sont pas là, mais ça renforce encore leur citoyenneté, ça renforce leur connaissance sur l'État, ça renforce leur connaissance sur la région de Tombouctou. Et du coup, ils seront très engagés à nouveau pour l'État, pour la défense de l'État, pour la défense du pays, pour la défense de la région de Tombouctou, en appui aux forces de défense et de sécurité que je salue ici. Cette cohorte pilote du programme à l'école de la citoyenneté qui se déroule à Tombouctou vise à faire de ces jeunes Maliens des citoyens modèles, bien outillés à faire face aux multiples défis de l'heure dont le pays fait face. Retour à Ségou et toujours avec les jeunes, impliquer les jeunes dans la promotion de la paix, c'est tout le sens des forums interculturels organisés dans la région de Ségou, une initiative qui allie culture, sport et dialogue pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés. Reportage Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Sous les arbres à palabres ou sur les terrains de sport, les jeunes de divers horizons se retrouvent pour se comprendre à travers diverses activités pour valoriser les bonnes pratiques culturelles. Des activités menées à travers la région de Ségou dans le cadre du projet Renforcement de la cohésion sociale dans les communautés maliennes par des actions culturelles et sportives. Des forats interculturels, des compétitions sportives et des animations culturelles ont permis de valoriser les mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Le projet s'appuie spécifiquement sur les activités culturelles et sportives. Les activités que le projet a réalisées sont vraiment à hauteur de souhait et je pense que lors de nos activités passées, les participants ont eu à dire que vraiment le projet a eu un impact considérable sur leur façon de vivre parce qu'on cherche le vivre ensemble, la cohésion et la paix au Mali et on a eu des retours assez satisfaisants et vraiment je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça amène en fait, ça renforce la paix. Le projet qui tire à sa fin enregistre des résultats tangibles, des jeunes mieux engagés, des espaces de dialogue renforcés. Nous en tant que collectivité d'ores et déjà, nous leur retirons notre disponibilité et notre engagement à œuvrer et à pérenniser les acquis qu'on a pu faire. Et surtout la journée d'aujourd'hui qui est censée faire un forum pour capitaliser l'ensemble des bilans, nous en ferons bon usage. Après 3 ans de mise en œuvre du projet, les jeunes sont désormais mieux outillés, les communautés reconnectées et un dialogue est lancé à travers la culture et le sport. Les acteurs s'engagent désormais à consolider les acquis au-delà du projet. Et la région de Kaye-Kita vient de bénéficier d'un nouveau projet dénommé Programme Pistes et Infrastructures pour la Paix. Il est financé à hauteur de plus de 6,5 milliards de francs CFA. ORTM Kita, Mahamadi Aliou Bari. Plus de 6,5 milliards de francs CFA sur le coût du nouveau projet qui vient d'être lancé dans la région de Kita. Le projet dénommé Programme Pistes et Infrastructures pour la Paix, PIP, est entièrement financé par la coopération allemande
KFW est mise en œuvre par Wilfé Hunger Hilfe, WHH et Donilab pour une durée de 4 ans dans les régions de Kita et Kai. Je crois qu'il y a beaucoup de projets structurants qui sont dans ce programme. C'est un programme qui est très structurant, un programme de développement local. C'est un programme ouvert, piste et infrastructure pour la paix, qui va se dérouler au fait dans les 14 communes qu'on vient de cibler à Kai et à Kita, avec 70% des consommations budgétaires au niveau de la région de Kita pour renforcer l'autorité locale, la nouvelle région de Kita. Un des objectifs du projet est de contribuer à la stabilisation des régions sud du Mali à travers le développement économique par le biais de construction des pistes rurales, infrastructures économiques, des investissements dans les activités génératrices de revenus. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer la constante volonté de la République fédérale d'Allemagne à s'engager auprès du peuple malien dans ses inlassables efforts de recherche de la paix, de renforcement de la cohésion sociale, de stabilisation et de développement. Au nom des plus hautes autorités du Mali, en l'occurrence son Excellence le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, je voudrais exprimer ma gratitude ainsi que les remerciements du gouvernement de la République du Mali au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, partenaire de longue date de la République du Mali, pour son accompagnement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté, de dynamisation des systèmes de production locaux et par ricochet de stabilisation du tissu social, gage de paix et de développement harmonieux. Au cours des travaux de lancement du projet, toutes les parties prenantes ont été informées et sensibilisées sur les objectifs et les avantages du projet. Une présentation détaillée a aussi facilité la compréhension des activités prévues et les modalités d'intervention du projet. Actualité AES au Mali, dans la région de Djoila, la population soutient les efforts de la transition et salue l'initiative de la Confédération des États du Sahel. Déjà 2 enfants de la ville de Djoila ont déjà appris l'hymne de la Confédération. Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau. L'hymne de la Confédération des États du Sahel, entonné par des enfants du Baninko, 2 filles de la ville de Djoila, qui manifestent ainsi leur soutien à l'initiative des autorités de l'AES, Alliance des États du Sahel. Les 3 couplets et 2 refrains de Sahel Benkan sont bien maîtrisés par Assetou Modibo Mariko et sa sœur Fatoumata Modibo Mariko. Un jour, ma mère regardait son téléphone et j'ai entendu, elle s'entraînait à chanter l'hymne de l'AES. Et moi, je lui ai dit que moi aussi, je vais m'entraîner. Et ma petite sœur est venue pour s'entraîner à le faire aussi. Peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les âmes, brise les chaînes qui te tiennent pour que tes richesses se reviennent. Et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. J'aime cette confédération parce que je veux que toute l'Afrique soit réunie comme un seul pays. Les 2 enfants âgés de 12 et 7 ans montrent la voie à suivre par la jeunesse pour que l'AES demeure un signal fort pour cette jeunesse, mais aussi pour tous les citoyens de l'AES. Nous sommes tous déterminés, résilients et unis pour que l'AES demeure. Les parents aussi doivent s'entraîner. L'hymne de l'AES est une résilience au brave peuple de l'AES. L'AES, c'est l'union des 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Je suis très émue de voir ces enfants-là chanter l'hymne de l'AES parce que ça veut dire que le but que nous cherchons, ça va aboutir à quelque chose. Assetou et Fatoumata sont élèves en classe de 8e et 2e année de l'enseignement fondamental. Leur initiative va certainement inspirer plus d'un. Soldats, nous les sommes tous déterminés. Bravo aux sœurs Mariko. Le ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales du Niger s'est rendu au Centre culturel nigérien puis au Musée national à 2 structures relevant de son département, Laouli, Moutari, Maïmassara.
Au Centre culturel du Niger, Moustapha Alassane, ex-CCFN, le ministre Ben Salah Hamouda a visité plusieurs services, à savoir le service technique pour les répétitions et créations techniques et artistiques, le centre de formation linguistique, la salle pluridisciplinaire, le théâtre plein air, la salle de régie et le petit amphithéâtre. La deuxième partie de sa visite, le ministre l'a consacrée à la bibliothèque qui compte plus de 40 000 ouvrages, puis à l'espace jeunesse, au salon numérique et à la salle d'exposition des tableaux d'art. Le ministre, sa délégation et les responsables du CCN, Moustapha Alassane, ont ensuite échangé sur la situation du centre, ses difficultés et ses perspectives au cours d'une réunion. Cap a été ensuite mis sur le musée national Boubou Hama. Ici, ce sont les blocs administratifs, le pavillon classique, le pavillon des instruments de musique traditionnelle, le pavillon de l'uranium et du pétrole et enfin le parc zoologique, riche en plusieurs espèces animalières qui ont reçu la visite. Le ministre Ben Salah a par la suite présidé une réunion avec les agents et les responsables du musée national. Il n'y a pas meilleur instrument pour mesurer l'avenir, dit-on, que le passé. Et pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir, il faut regarder en arrière. Et le musée nous offre l'occasion. Il faut rappeler qu'à chaque étape, le ministre Ben Salah Hamouda a rappelé aux agents et responsables des structures sous tutelle les valeurs qui doivent caractériser leur travail pour de bons résultats au service de nos concitoyens, notamment la ponctualité, la rigueur, le professionnalisme, le respect du bien public, entre autres. Visite inopinée du ministre de la Santé burkinabé dans les centres sanitaires de Bobo-Dioulasso pour voir comment la garde est organisée, mais aussi encourager les agents qui travaillent pour le bien-être des populations. Ismaël Paris. La santé, c'est un service à feu continu. Les agents de santé sont évidemment tenus d'être là, d'assurer la garde, de faire en sorte que la permanence des services et la continuité des soins puissent être assurées. Et c'est ce qui justifie cette sortie nocturne au service du bloc opératoire du CMA du dos de Bobo-Dioulasso. Le ministre de la Santé prend connaissance du tableau de garde. M. Dianda est là et M. Sanou est là. Le même exercice est réédité au district sanitaire de Boloma-Kote et au CHU Souro-Sam, où, service après service, il s'assure que la garde se déroule bien. Des visites inopinées qui lui permettent de partager un tant soit peu les conditions de travail de ses agents qui veillent pour le bien-être des patients. Et donc il s'est agi pour nous ce soir de voir est-ce que véritablement nous avons des programmes de garde qui sont dûment établis. Est-ce que nous avons des registres de garde qui répertorient tous ceux qui doivent être de garde avec leurs heures de début et les heures de descente. Globalement, nous nous sommes rendus compte que la garde est assurée. Les tableaux de garde existent, sont le plus souvent affichés. On a quand même vu une ou deux structures où il a fallu aller rechercher dans les téléphones portables pour retrouver les tableaux de garde. Une sortie inopinée, d'accord, mais c'est surtout pour encourager le travail abattu par ses agents, et ce, malgré les conditions souvent difficiles. Une belle surprise ce soir pour nous. Voilà, ça nous encourage, ça nous galvanise. Et nous savons que nos premiers responsables pensent à nous. Le fait même de penser, nous voir au cours de la garde, vraiment, ça fait plaisir. Quant aux visités, au-delà de témoigner leur reconnaissance au ministre de la Santé, ils saisissent l'occasion pour exprimer leurs difficultés et doléances. Des difficultés et doléances qui se résument essentiellement au manque de matériel et à l'insuffisance du personnel. Et les visiteurs disent prendre bonne note. Nous sommes sensibles à ces difficultés qui ont été posées par certains collègues et évidemment c'était un des objectifs aussi de notre visite. Et je puis vous assurer que certaines sont déjà en train d'être analysées et les autres, nous allons approfondir la réflexion et surtout apporter une réponse pragmatique. Au sortir de ces visites inopinées, le ministre Kargoubou dresse un bilan satisfaisant au regard de ce qui a été donné à voir, même s'il y a des corrections de part et d'autre. Il a profité exhorter les agents à rester toujours professionnels, engagés au service du bien-être des populations.
Bon courage, bonne garde. Contrat de travail, la chronique judiciaire s'y intéresse. Il détermine les droits et obligations de l'employeur comme du salarié. Que dit la loi malienne sur la nature et l'objet d'un contrat de travail? Quels sont les pièges à éviter avant de signer? Maître Gagou nous donne plus de précisions pour mieux se protéger dans le monde professionnel. Chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Dans toute relation de travail, qu'elle repose sur un accord écrit ou verbal, le contrat constitue le socle juridique. Il s'agit d'un engagement par lequel une personne met son activité à la disposition d'un employeur contre rémunération. Ces liens de subordination encadrés par le droit exigent clarté, transparence et protection. La loi de août 1992 portant le Code du travail au Mali, qui a été modifiée par 3 lois successives et qui définit le contrat de travail comme une convention par laquelle un salarié met son engagement professionnel contre rémunération au service d'un employeur, sous l'autorité et la direction de cet employeur. Donc pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait des conditions cumulatives. Il faut un lien de subordination, il faut qu'il y ait une rémunération et il faut qu'il y ait une activité qui est donnée par le salarié à l'employeur, sous cette direction-là. S'il est possible de conclure un contrat de manière verbale, la rédaction d'un document écrit demeure fortement recommandée. Pour les salariés, c'est une garantie contre l'arbitraire et pour l'employeur, c'est un outil de gestion et de protection juridique. L'existence du contrat se justifie par la nécessité de preuve en cas de saisine des juridictions par la suite. En cas de licenciement, en cas de difficultés ultérieures qui surviennent, il est important qu'il y ait un écrit. Le droit du travail reconnaît plusieurs formes de contrat. Chaque formule obéit à des règles en matière de durée, de renouvellement et de rupture. Il y a autant de contrats de travail qu'il peut y avoir d'activité. Dans n'importe quel domaine. En droit minier, il y a des contrats de travail. Dans le domaine de l'hydrocarbure, en matière de télécommunication, il y a autant d'objets de contrat qu'il y a d'activités. La fixation du salaire est en principe libre sous réserve du respect du traitement légal en vigueur. Quand un salarié vient avec des années d'expérience, avec des compétences qu'il a plus que d'autres, il peut négocier son contrat et essayer d'augmenter le montant de la rémunération. Voilà. Sachant que le SMIC, le salaire minimum d'insertion garanti au Mali est de 40 000. Donc en fonction du domaine d'activité et de la catégorie professionnelle, le contrat, la rémunération est négociée sur cette base-là. Un contrat de travail peut évoluer, mais quant à la rupture, elle obéit à des procédures. La modification peut venir des deux parties. Toutefois, pour que la modification soit légale, il faut qu'elle soit consentie. Il ne peut pas venir dire, bon, finalement, je modifie ton salaire. Ton salaire passe de tel montant à tel montant. Si c'est une augmentation, il n'y a pas de problème. Le salarié va accepter avec plaisir. Mais s'il s'agit d'une diminution, ce qui n'est même pas possible, ou d'un changement de lieu de travail, il y a une obligation d'obtenir le consentement du salarié. Autrement, on va qualifier cela d'un licenciement déguisé. La résiliation est évidemment possible puisqu'on ne peut pas rester engagé ad vitam aeternam. Mais les conditions de résiliation sont bien encadrées par la loi. Par exemple, parce que les contrats sont différents. Il y a différents types de contrats de travail. Pour un contrat de travail à durée déterminée, à la fin du terme, à l'arrivée du terme, à l'échéance, le contrat prend fin naturellement, sans autre condition, parce que durée déterminée. En s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, si la rupture est à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire que la rupture est imputable à l'employeur, à ce moment-là, on parle de licenciement. Si la rupture est imputable au salarié, si c'est le salarié qui décide, bon, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai plus envie de travailler dans cette entreprise, dans ces conditions-là, à ce moment-là, on parle de démission. En plus de la démission et du licenciement, la loi prévoit également la rupture conventionnelle, qui est une rupture d'un commun accord entre les deux parties. Tout employeur a l'obligation d'affilier son salarié à un régime de sécurité sociale. Cette affiliation garantit aux travailleurs l'accès aux prestations sociales.
Il y a une obligation d'affiliation qui fait qu'on prévoit les vieux jours du salarié on prépare sa retraite. Cette affiliation prévoit qu'un montant est retiré sur la rémunération brute du salarié qui va être reversé à l'assurance. Et du côté de l'employeur également, il y a un montant qui est reversé pour préparer la retraite ou en cas de maladie. Le contrat doit être lu au préalable, avant la signature du contrat, d'où le besoin de recourir à un professionnel, à un avocat, pour faire en sorte qu'il y ait un contrat équilibré dès le départ, avant la signature du contrat. Le contrat de travail ne se résume pas à une formalité administrative. Il est un instrument de justice sociale et un vecteur de confiance mutuelle. En connaître les concours, c'est se donner les moyens d'agir et de se protéger dans un monde du travail en constante mutation. Un mot de sport à présent. CAN féminine Maroc 2024. Avant leur match de la 3e journée de groupe, les Aigles Dames ont été battus 4-0 par les Sud-Africaines. Envoyés spéciaux au Maroc, Assa Soumaré et Oumar Traoré. Dans cette rencontre, les Sud-Africaines ont montré une maîtrise totale, inscrivant 2 buts par période. Le premier but est venu dès la 5e minute, un coup de grâce qui a mis le Mali sous pression dès le départ. Les Sud-Africaines corsent l'addition à la 32e minute, consolidant leur domination avant la pause. En seconde période, l'Afrique du Sud n'a pas relâché son emprise sur le jeu. 2 nouveaux buts ont été marqués à la 61e minute et à la 79e minute, portant le score à 4-0. J'étais face à une équipe sud-africaine redoutable. Et c'est vrai, nous n'avons pas pu apporter ce qu'il faut pour pouvoir avoir le résultat escompté. Cette défaite malienne profite aux Ghanéennes qui ont remporté leur match contre la Tanzanie par 4-1. Le Ghana se classe 2e du groupe C avec 4 points plus 1, derrière l'Afrique du Sud 7 points et devant le Mali 4 points moins 3. Le Mali se qualifie en tant que meilleur 3e pour le prochain tour. Bien que nous avons d'autres objectifs, qui est d'aller chercher et de jouer les quarts de finale déjà. Psychologiquement, cela nous réconforte et je pense que nous allons nous préparer après cette défaite et préparer les quarts de finale. Aucun match n'est facile, mais moi je suis très optimiste par rapport aux chances de qualification de nos aigles pour les demi-finales. Je tiens à remercier les supporters maliens, les Maliens établis ici au Maroc qui se sont mobilisés massivement depuis le début de la compétition. Remerciements aussi vont à l'encadrement technique et au gouvernement du Mali à travers le ministère des Sports, ponctué par des matchs amicaux qui ont aidé l'équipe dans la préparation de cette importante compétition. En quart de finale, la sélection nationale féminine du Mali affrontera celle du Maroc, hôte de la compétition. Une rencontre qui aura lieu vendredi prochain à Rabat. Voilà l'essentiel de l'information de ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant. Nos grands-pères disaient qu'une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Bonne fin de soirée à tous.